En 2026, votre collègue, M. Lombard, révélait que des milliers, je cite, de foyers fortunés avec un revenu fiscal de référence de zéro ne payent aucun impôt sur le revenu. Vous avez affirmé par la suite devant l'Assemblée nationale, je cite, « Il n'est pas vrai que des dizaines de milliers de Français fortunés ne paieraient aucun impôt sur le revenu. Il n'y a pas de document à Bercy qui le montrerait. » Or, en février 2026, une note de la DGFiP fait état de 13 335 redevables de l'IFI affichant un revenu fiscal de référence nul ou très faible. Ignoriez-vous cette note au moment où vous avez prononcé votre affirmation? Avez-vous demandé des notes ou documents à votre administration à la suite des déclarations de M. Lombard et le cas échéant, lesquels? Ce n'est pas ma question. La question, c'est cette note de la DGFiP qui est en fait du 30 janvier, pour être précis. Est-ce que vous l'avez eue entre vos mains? C'est oui ou c'est non? Je n'avais pas cette note le 14 janvier. Elle a été produite à la demande du président Raynal et du rapporteur général Husson lors de leur visite sur pièce et sur place et des échanges ensuite que nous avons pu avoir. Et donc, je n'ai pas eu cette note. Je ne l'avais évidemment pas le 14 janvier, sinon j'en aurais fait état pour ce qu'elle disait. Est-ce que vous avez eu cette note du 30 janvier entre vos mains? Oui ou non? Je l'ai eu par définition puisque je me suis assuré que les demandes du Sénat ont été évidemment remplies. Je l'ai eu le 30 janvier, oui. Au moment où elle a été communiquée au Sénat, c'est le principe d'une demande des parlementaires. Quand les parlementaires demandent, il m'a semblé utile que les administrations répondent. Et donc j'ai eu effectivement connaissance de cette note au moment où elle a été produite. Monsieur Lombard nous a expliqué que le projet d'article qui a été écarté in fine avait bien fait l'objet d'une étude d'impact. Il nous a même donné les chiffres. Il définissait comme des impôts très faibles par rapport aux revenus, par rapport à la valeur du patrimoine. Ils ont pris 3 seuils, 2, 3 et 5 millions. À 2 millions, il y avait 133 000 personnes qui payaient en impôts sur le revenu, en IFI, etc., un impôt qui représentait moins de 0,5% de la valeur du patrimoine. Et donc, il y avait 133 000, et donc c'était cet impôt différentiel, il ne rapportait pas beaucoup, il rapportait 2,1 milliards. Voilà. Et si on montait, il nous a donné les chiffres à 5 millions. 5 millions, il y avait plus de 41 000 familles, et ça rapportait 1,5 milliard. Bien. Donc, il a défini ce que c'est qu'un revenu fiscal de référence modeste. Ce n'est pas dans l'absolu, c'est dans le relatif par rapport au montant du patrimoine. Et encore, ce patrimoine excluait les biens professionnels. Donc, c'est les biens non professionnels, plus les biens immobiliers, plus quelques autres éléments, et notamment les assurances-vie, puisque les contrats d'assurance-vie étaient intégrés. Et vous, quelle était votre position? Parce que M. Lombard ne nous a pas caché que lui, il s'est battu en faveur de ce texte. Alors vous, quelle était la position avant qu'il y ait un arbitrage final en défaveur de ce que M. Lombard, mais il ne nous a pas dit quelle était votre position. Il nous a dit quelle était la position du Premier ministre et du Président de la République dans l'arbitrage final. Alors, quelle était votre position? Alors, si on en revient effectivement, au fond, vis-à-vis des revenus non distribués des holdings, qui peuvent amener à ce que les revenus du coup constatés dans les revenus fiscaux de référence soient faibles par rapport aux revenus effectifs qui existent mais qui n'est pas distribué, on parle de ça en fait là techniquement, il y avait au fond 2 options. Est-ce qu'on considère qu'une forme de contribution différentielle doit exister et qu'elle passe par les ménages? C'était le projet de contribution différentielle sur les patrimoines via la fiscalité personnelle, qui aurait amené à ce qu'il y ait à nouveau des déclarations individuelles complètes, pour qu'on ait une vision complète du patrimoine, qu'on en exclue tout ce qu'on aurait retiré de l'assiette, les actifs professionnels, les investissements dans les jeunes PME européennes et autres. Déclaration qu'on a quand même connue quand l'ISF était en place, dont on a connu les limites, et dont on a connu notamment les limites quand il s'agit d'évaluer la valeur du patrimoine. C'est quand même amené, notamment très compliqué pour les actifs non cotés. L'autre option était de considérer que le problème était, donc, on la voit bien dans les holdings, et de passer par une fiscalité qui touchait directement les holdings, donc de passer par les entreprises elles-mêmes. Le sujet, il faut quand même mettre les pieds un peu dans le plat, c'est quand vous pouvez, aujourd'hui, il a été constaté, acheter de facto des biens que vous logez dans la holding en utilisant ces revenus non distribués pour vous constituer un patrimoine personnel. Et c'est là qu'on rentre dans le grand champ, par exemple, de ce que j'appelle le para-immobilier. Le para-immobilier, c'est quoi? C'est de considérer que vous allez acheter un bien soi-disant mis en location, parce que vous allez étendre l'activité de votre holding à des activités de location touristique. Mais il se trouve que le bien de location touristique est proposé à un tel tarif de location que, bizarrement, il n'y a personne qui veut le louer. Et que, du coup, le seul bénéficiaire est de facto le propriétaire de la holding, et donc du bien de manière indirecte. En faisant ça, vous avez un bien qui a d'usage personnel, qui de facto entrera dans votre patrimoine personnel, et c'est là où la réforme du Dutreil était très importante à mener conjointement, parce que sinon, vous pouviez faire passer ce bien de facto personnel à la génération suivante en ayant une fiscalité de transmission extrêmement favorable. Et donc le sujet, c'est pas que ce soit distribué ou pas, c'est quel est l'usage de ces revenus non distribués. S'il reste dans l'entreprise parce que vous voulez faire fructifier votre entreprise et vous ne vous distribuez pas de revenus, effectivement, comme vous dites, c'est complètement neutre.
Le problème, c'est quand ça remonte dans la holding et que c'est pour financer des biens ou y compris de l'épargne à usage personnel. D'où la proposition de l'article 4 initial, qui était de regarder la trésorerie excédentaire et ses modalités d'investissement. Le choix que le Parlement a fait, qui n'était pas la proposition initiale du gouvernement, d'en faire en fait un outil comportemental, qui est de dire, je le dis franchement avec des mots même un peu triviaux, mais il faut être vraiment très très mal conseillé pour continuer à mettre des biens somptuaires dans les holdings. Parce que si vous voulez payer 20% de la valeur des 10 biens chaque année, c'est que manifestement vous avez un très mauvais conseiller fiscal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que normalement les personnes vont avoir l'incitation de sortir ces biens somptuaires personnels des holdings, donc de les faire entrer dans une imposition normalisée. Et donc je pense que c'est un bon progrès symétrique à ce qui a été mené sur la réforme du Dutreil. C'est un bon progrès, il me semble que ça ne répond pas à la question de fond. La question de fond, c'est la fiscalité quand même de revenus non distribués qui continuent à être potentiellement thésaurisés et qui potentiellement peuvent passer les générations, notamment dans le cadre du Dutreil. Pourquoi c'est compliqué de dire on n'a qu'à prendre l'ensemble des actifs non professionnels? Parce qu'il est quand même utile aux sociétés d'avoir quand même de la trésorerie. Et donc si vous prenez l'ensemble des actifs non professionnels, vous allez embarquer toute la trésorerie. Or, il est normal qu'une entreprise, notamment industrielle, etc., puisse accumuler des revenus, préparer de la croissance externe, préparer des investissements. Et donc, si vous prenez tout l'actif non professionnel, c'est en fait tout ce qui est liquide et qui n'est pas directement une action de l'entreprise elle-même pour elle-même, vous risquez d'embarquer l'ensemble de la trésorerie. De répartition. On ne touche pas à l'enveloppe globale, même l'idéal, ça serait d'abaisser un peu au niveau des prélèvements. Mais le problème de la répartition entre... vous parliez tout à l'heure des stocks et des flux, vous parliez de patrimoine professionnel, patrimoine privé. Est-ce que c'est plus un problème de... Mais on a quand même besoin de recettes aussi. Hein. On a besoin de recettes, c'est vrai. Mais je pense qu'aux personnes qui viennent à ce micro ne vous dit qu'il faut supprimer l'idée de fiscalité. Moi, je pense qu'il y a quand même un objectif, c'est qu'on ait une fiscalité qui soit efficace. Une fiscalité efficace, et à la fois une fiscalité qui engendre du rendement tel qu'on l'attend, qui évite l'évasion, qui n'a pas des niches et des trous dans tous les sens, qui crée la défiance, qui ne crée pas des surcoûts au contrôle. Un système qui a 474 niches fiscales, je l'ai dit et redit là aussi au Parlement, et on pourra vous renvoyer tous les comptes rendus que vous voulez, je pense que vous les trouverez facilement. Enfin, c'est un coût de recouvrement et de contrôle qui est décuplé. C'est-à-dire qu'on embauche des agents à la DGFiP pour s'assurer de la bonne mise en œuvre et de la non-abus sur des niches fiscales qu'on a nous-mêmes collectivement créées. Donc il me semble qu'aujourd'hui, imaginer que la solution à nos enjeux de finances publiques soit, je dis durablement, d'augmenter encore nos taux d'imposition et de prélèvements obligatoires pour résorber un certain nombre de dépenses sur lesquelles il nous faut quand même collectivement avoir une forme de lucidité, c'est-à-dire de se dire qu'on ne peut pas continuellement avoir un niveau de croissance de la dépense qui est supérieur à notre croissance économique. Donc il me semble qu'il y a beaucoup de débats fiscaux qui sont effectivement quels sont les impôts, quels sont les modèles, quelles sont les bases fiscales en fait que nous voulons privilégier. Je le redis, j'ai proposé, vous le savez à l'époque, un plan de suppression d'un certain nombre de niches fiscales. J'assume de l'avoir fait. Je suis, je dois vous dire, déçu que nous n'ayons pas réussi à aller au bout d'un certain nombre d'évolutions qui me semblaient être assez consensuelles parce que nous avons dépassé la date du 31 décembre, parce que nous savons tous que de très nombreuses évaluations ont été faites par cette Assemblée, au Sénat et par un certain nombre d'institutions indépendantes sur le fait que beaucoup de niches fiscales sont honnêtement aujourd'hui à la fois inefficientes, inefficaces, coûteuses dans leur contrôle et qui ne répondent plus à aucun objectif incitatif, ni même à des objectifs redistributifs. Donc, moi, si je définissais un programme fiscal au vu de mon expérience de ministre, il y a un énorme sujet sur la lisibilité du système fiscal, il y a un énorme sujet sur les données nécessaires à son pilotage, on vient d'en parler pendant plus d'une heure ensemble, et il y a un énorme sujet au fond, dans un modèle où nous devons, à mon avis, soutenir et les générations futures et l'investissement productif, quelle est la bonne base fiscale? Les propositions qui consistent à moins taxer le travail pour potentiellement avoir une fiscalité sur les successions qui soit plus lisible, plus simple, et qui protège beaucoup plus les classes moyennes et qui soit plus équitable, avec notamment, je l'ai dit, une réflexion qu'on pourrait avoir sur une fiscalité qui est à l'échelle de celui qui reçoit, non pas celui qui transmet, me semble être des pistes. Je l'ai dit, là aussi, c'est pas juste aujourd'hui que je vous le dis, je l'ai dit et je l'assume devant vous aujourd'hui, qu'il faudrait potentiellement continuer à expertiser.